Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Info Télévision. Si vous êtes assis, surtout ne bougez pas, vous êtes à l'émission À vous la parole. Alors, À vous la parole parle aujourd'hui de la jeunesse entreprenante, de la jeunesse qui en redemande et cette jeunesse qui veut justement impacter son milieu et faire découvrir notamment ses talents. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Vous êtes bien à vous la parole. Surtout, ne bougez pas comme d'habitude. Chaque vendredi, dès qu'il est 21h, alors nous avons quelqu'un qui vient, une personnalité, une personne, notamment une personne camerounaise et même peut-être étrangère, qui vient nous exprimer, parler de son parcours et puis notamment parler de ses activités. Alors nous allons accueillir cette personne qui justement travaille avec la jeunesse camerounaise et qui offre aujourd'hui justement son talent en tant qu'enseignant et expert en communication, en management, entre autres. Nous allons accueillir celui qu'on appelle, peut-être qu'on ne présente plus, Monsieur Arsène Nkomo. Alors bonsoir Monsieur Arsène Nkomo. Bonsoir Odile. Bienvenue sur Info Télévision. Je vous remercie de m'avoir adressé l'invitation et je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs de votre émission et toutes les personnes qui nous regardent actuellement. Alors oui, aujourd'hui vous êtes à bout de la parole. Vous savez quand même que vous allez nous dérouler un peu le tapis sur votre parcours, sur vos activités, vos projets, notamment concernant l'entrepreneuriat jeune, parce qu'on sait que vous travaillez avec beaucoup de jeunes et vous êtes aussi enseignant, il faut le rappeler, parce que là aujourd'hui on a un enseignant aujourd'hui sur le plateau. Vous travaillez avec justement cette jeunesse qui en redemande. On sort effectivement de la fête de la jeunesse qui s'est célébrée après la onzaine le 11 février avec un discours du chef de l'État qui a demandé à la jeunesse d'entreprendre et surtout de ne pas arrêter de rêver. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Arsène Nkomo? Alors, je voudrais dire que la présentation est relative à la bande d'annonce confirme bien qui je suis. Je suis bien Arsène Nkomo, je suis hôtelier de formation, je suis un jeune entrepreneur, je suis promoteur culturel, artistique, événementiel au président du comité d'organisation de la foire d'orientation et de mon métier d'avenir FOFOMA. Je suis entre autres aussi enseignant professionnel dans pas mal d'instituts de l'enseignement supérieur professionnel. Mais là, on se perd dans toutes ces définitions. Qu'est-ce qui vous prédomine le plus? Enseignant, directeur d'hôtel, promoteur culturel, coordonnateur du FOFOMA ou bien promoteur, je sais pas. Dites-nous un peu réellement comment vous conciliez tout ça. Généralement, je préfère que les personnes me désignent par la casquette qu'elles préfèrent le mieux. Parce que ce qui me caractérise, c'est la volonté de travailler. La volonté de travailler et le fait de vouloir marquer de son empreinte mon passage partout où j'arrive. Donc, il est mieux que ce soit la personne qui est en face de moi qui décide de quel angle est-ce que nous allons aborder les problématiques que vous allez adresser, que ce soit sous le prisme. Il n'y a pas de problématique, Monsieur Arsène. Oui. Nous allons parler de vous, de fond en large, Oui. et puis de vos activités. Et puis, je crois que précédemment, on a parlé du FOFOMA qui va se dérouler, je crois, en août. Bon, bref, on va y arriver. Je demandais comment est-ce que vous conciliez déjà le fait que vous ayez toute cette casquette au quotidien. Comment ça se passe? Alors, il faut dire que mon quotidien, c'est un quotidien très chargé et je voudrais profiter déjà de votre tribune pour dire un bonsoir spécial et un merci d'ailleurs à celle avec qui je partage mes journées, celle avec qui je partage mes moments difficiles, les peines et les joies, parce que fort heureusement, je me suis rendu compte aujourd'hui que le 18 était un jour spécial, un jour relatif à la commémoration, date à laquelle j'avais décidé de mettre un terme à mon union libre en choisissant de me mettre en union célébrée avec mon épouse. Je voudrais lui dire bonsoir et lui témoigner encore toute mon affection pour ça. On dit bonsoir à votre femme, c'était un 18 février, c'est ça? Tout à fait. Ah ben voilà. Aujourd'hui, vous êtes justement promoteur culturel, coordonnateur ou bien promoteur du FOFOMA, vous êtes enseignant. Que pensez-vous justement de la jeunesse camerounaise aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, la jeunesse camerounaise dans le domaine de l'entrepreneuriat, je voudrais indiquer que c'est une jeunesse qui ose
contrairement à ce qu'on peut penser. Elle est suffisamment entreprenante, mais il manque généralement des leviers pour pouvoir les booster. Et ces leviers-là, à mon sens, doivent être propulsés par, n'est-ce pas, des personnes qui ont la responsabilité d'encadrer la jeunesse. Moi, je prends généralement mon exemple quand il faut que je m'adresse à des jeunes pour dire, moi, je suis parti de nulle part. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis rien, je le dis, mais j'ai quand même à mon actif un certain nombre d'expériences qui me permettent de parler, n'est-ce pas, d'autorité d'un certain nombre de questions. Aujourd'hui, je suis à la tête de toute une organisation que nous sommes en train de mettre sur pied. Je profite aussi pour saluer tous les membres de ce comité d'organisation. C'est la foire Fofoma. Comment est-ce qu'on en est arrivé pour parler par exemple de cela? On en arrive parce que, fort de l'observation que je fais en tant qu'enseignant, dans les salles de classe, généralement, quand j'arrive, j'essaye de questionner les enfants pour savoir quelles ont été leurs motivations à venir faire la formation en spécialité de gestion et management en hôtellerie. Beaucoup te disent que non, c'est le papa qui a décidé parce que mon papa est maître d'hôtel, c'est ma maman qui a décidé parce que on leur a dit que c'est ça qui paye aujourd'hui. Alors, quand vous observez tout cela, vous vous rendez donc compte que véritablement il y a un problème d'orientation. Et à partir de là, je me suis dit, quelle est donc la formule, quelle est la péréquation qui peut être présentée, qui peut être développée pour proposer quelque chose de concret, de réaliste et de pragmatique. C'est en cela que nous pensons Fofoma, une organisation suffisamment réaliste qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'orientation. Le deuxième, c'est la formation professionnelle. Et le troisième, c'est l'autonomisation des jeunes. Voilà ce qui constitue notre credo aujourd'hui. Vous organisez le Fofoma, on va peut-être en parler un peu. Oui. Il y a des formations qui sont faites. Il y a justement aussi des foires d'exposition. Oui. Vous avez plein de partenariats. Pourquoi avoir lancé le Fofoma? Alors, le Fofoma, lancer le Fofoma, c'est pour répondre à la question de l'employabilité des jeunes. Vous parlez de taux-emploi? Oui, nous parlons des questions d'auto-emploi. Mais, dans la démarche qui est la nôtre, les questions d'emploi se situent à la fin, parce que nous mettons au départ la question de l'orientation, ensuite celle de la formation, parce que nous estimons que... Là, peut-être c'est votre côté enseignant qui revient beaucoup plus, hein, parce qu'on parle d'orientation. On voit aujourd'hui une jeunesse qui, quelque part, elle est un peu perdue. Quelqu'un te dira, peut-être, bon, excusez, voilà, j'ai fait 8-10 concours, j'ai pas eu, aujourd'hui, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que c'est ça, votre rôle, notamment pour ceux, peut-être, qui ne trouvent pas, peut-être, un chemin vers l'emploi, de trouver, peut-être, une solution face au chômage et peut-être à la pauvreté, précarité, entre autres? D'abord, je pense que nous naissons tous égaux, avec des compétences diverses. Et en cela, il faut simplement que chacun de nous essaye de travailler de manière à savoir où est-ce qu'il peut être beaucoup plus utile à la société. Les concours administratifs, tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. La fonction publique ne peut pas... Mais ça, il faudrait le dire, hein, parce que ça revient toujours cette question avec la jeunesse aujourd'hui, qui se focalise beaucoup plus... excusez-moi, même quand j'étais jeune, je pensais que je serais assise dans un bureau. Oui. Ouais. Donc, il faut bien faire comprendre aux jeunes cela aujourd'hui. Et c'est d'autant plus que nous sommes dans un environnement où on prend l'émergence du Cameroun d'ici 2035. Mais cette émergence passera par quoi? Pas avec une jeunesse qui entre dans la fonction publique. L'émergence devrait véritablement, le déclic de l'émergence devrait s'appuyer sur les formations professionnelles. On a besoin donc que les jeunes, après le minimum qui est le baccalauréat de mon point de vue, est véritablement une vision de la vie qui leur permette soit d'aller dans une école de formation où ils doivent apprendre un métier, et ce de manière concrète, pratique, qui leur permettrait donc, à la fin de l'apprentissage de ce métier, de pouvoir, non, soit créer de la richesse ou alors de se faire employer dans une entreprise. Et généralement, je conseille aux gens de toujours rester dans la logique où on peut se faire employer dans une entreprise pendant quelques temps et pour que finalement, à la fin, on devienne soi-même son propre patron. Nous avons tous commencé, nous démarrons tous
en travaillant dans des entreprises. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes votre propre patron? Je ne suis pas mon propre patron à date d'aujourd'hui, parce que je suis directeur de tel quelque part, je travaille pour un patron. Et au-delà de ça, je suis en train de préparer mon avenir. Je prépare mon avenir sur la base des expériences que j'ai déjà acquises jusqu'ici, pour dire que d'ici 5 ans, il faudrait que Arsène Como ait véritablement construit, bâti quelque chose qui portera peut-être aussi son label. Et cette chose-là me semble être Fofoma, qui correspond davantage aux aspirations qui sont les miennes et qui sont portées par l'ensemble du comité d'organisation de cette affaire-là. Et je voudrais vous indiquer, lorsque nous démarrons cette aventure, c'est une aventure dans laquelle les gens ne nous voyaient pas trop arriver, parce que nous ne sommes qu'à la 3e édition que nous préparons aujourd'hui. Alors, c'est une très jeune organisation qui commence à faire ses pas, n'est-ce pas? Et quand elle commence à faire ses pas, la 2e édition, nous sommes butés, parce que quand on essaye d'aller vers des sponsors, des partenaires, il se pose un problème de reconnaissance sur le plan de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous avez peut-être de très belles idées, mais vous n'avez pas un dossier fiscal, vous n'êtes pas une personne morale. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous appuyer de manière concrète. Alors, cela nous a permis de marquer un temps d'arrêt et de réfléchir. Et c'est en cela que nous en sommes donc arrivés à créer une salle que nous appelons aujourd'hui OBUCAM, Bureau d'orientation et de formation professionnelle du Cameroun. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes aussi enseignant. Comment est-ce que vous arrivez à être enseignant? Alors, je voudrais indiquer que lorsque j'obtiens mon baccalauréat en 2006, mon papa, enseignant de formation, professeur de français, à l'époque il était proviseur, alors il me conseille de faire le concours de l'école normale. Je voyais les conditions dans lesquelles on a grandi. Je viens d'une famille de 9 enfants, un foyer polygame. Et vous voyez que un fonctionnaire enseignant, pouvoir tenir le coup avec une famille grande comme celle-là, c'était pas du tout évident, mais je voudrais lui dire merci parce qu'il a tenu le coup aujourd'hui. Nous sommes peut-être pas ce que chacun de nous aurait peut-être souhaité être, ministre et tout le reste, mais nous tenons quand même le coup et représentons quelque chose dans impactons nos différents environnements. Alors, à partir de là, il me dit, il faut faire l'école normale. Je dis non. Spontanément, je ne sais même pas pourquoi je refuse d'aller faire l'école normale. Parce que je regarde mon papa, j'estime que vraiment, la vie qu'il mène, si c'est la même vie que je dois mener, alors là, ce serait un peu compliqué. Alors, lorsque je refuse, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? À la réalité, je ne sais même pas ce que je veux faire. C'est pour ça que vous comprenez l'ancrage dans lequel je suis entré avec des questions d'orientation. Je me retrouve donc comme ça et je décide un jour d'aller m'inscrire dans un institut supérieur de formation professionnelle. Lorsque j'y vais, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi, j'ai un baccalauréat A4 espagnol. Je décide d'aller. Une de mes grandes sœurs me dit, bon, comme tu y vas, qu'est-ce que tu vas même faire? Je prends les fiches, je regarde, je dis, je vois une partie là, hôtellerie, restauration. Je dis, bon, cette affaire-là parle de quoi? Je me lance. Je vais, le papa me donne de l'argent, je m'inscris. Je m'inscris et puis, quand je démarre la formation, c'était 3 années pour avoir un brevet de technicien supérieur à cette époque-là. Quand je démarre la formation, je commence à comprendre que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que je pensais parce que l'imagerie populaire confine ce métier-là au fait de transporter les assiettes, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, ou alors de découper les oignons, de mettre une poêle au feu. Non, ça va au-delà de ça. C'est un métier dans lequel, pour vous en sortir, vous avez besoin d'avoir des capacités sur le plan du management et même sur le plan global de la gestion d'une entreprise. Alors, lorsque j'y vais, j'achève les 3 ans. Au bout des 3 ans, je m'en sors naturellement. Je suis technicien supérieur. J'entre dans la vie active, je poursuis mes études. Et un jour, je passe devant un centre de formation professionnelle où on sollicitait un enseignant. J'entre, je m'arrête.
on me dit qu'on a besoin des enseignants des spécialités en hôtellerie ici. Je passe, ça dit, c'était pas un entretien d'embauche préparé. Oui. Je vais directement au test, on me pose 1, 2, 3 questions, je réponds et puis le promoteur de cet établissement estime que je pouvais faire l'affaire. C'est comme ça qu'on me donne un premier cours. Le tout premier cours qu'on me donne, c'était le cours de législation, la législation touristique. Alors j'entre en classe, je fais le cours, mais à la fin, le promoteur de cet établissement, il me convoque dans son bureau, il me dit vraiment, j'ai vu ce que tu as fait et puis et tout, je pense qu'on peut faire ensemble. Et nous sommes là aux encablures parce que je commence à enseigner très tôt. Nous sommes là en 2011, je commence à enseigner très tôt. Alors, je fais mon petit parcours et progressivement, je commence à être sollicité dans d'autres établissements au point où je me retrouve à développer une très grande passion dans le métier de l'enseignement. Ça veut dire qu'au départ, j'avais refusé le métier de l'enseignant, mais par la suite, je deviens enseignant par expérience et pour avoir développé la passion dans le métier où je suis entré sans savoir véritablement où je partais. La question que mon papa me pose généralement, c'est finalement où en es-tu aujourd'hui? Tu es finalement devenu enseignant, ce que tu as refusé de faire hier. Donc, voilà comment je me retrouve dans l'enseignement. Et aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier alors parce que... Alors aujourd'hui, vous enseignez dans combien d'établissements? Alors, j'enseigne à peu près dans 4 instituts d'enseignement. Oui, 4 instituts d'enseignement supérieur? D'enseignement supérieur au Cameroun. D'accord. Ouais, à Yaoundé. À Yaoundé, oui, d'accord. donc j'enseigne dans ces instituts-là. Et je crois que jusqu'ici, les responsables académiques de ces différents instituts trouvent satisfaction par rapport au travail que j'effectue. Parce que c'est une spécialité, ça aussi il faut le dire. La spécialité hôtellerie-restauration, c'est une spécialité c'est-à-dire que dont les gens ont une très mauvaise perception. Ouais. Et ça, c'est mon combat au jour d'aujourd'hui. Vous savez quand même qu'on sort d'une Cannes Total Énergie 2021, où justement l'hôtellerie était mise en avant. L'hôtellerie a été mise en avant, voilà. et je voudrais vous indiquer, pour que l'hôtellerie, c'est-à-dire l'hôtellerie a été mise en avant, mais nous avons apporté notre contribution. D'accord. Nous avons apporté notre contribution à travers les séminaires de renforcement des capacités qui ont régulièrement été organisés, dont j'ai régulièrement pris part en tant qu'expert, parce que je suis expert associé, que ce soit à la délégation régionale du tourisme et des loisirs pour le centre, ou alors à la délégation départementale du tourisme et des loisirs pour le Mfundi. Donc, il était question pour nous, par rapport à cette canne-là, nous avons pensé un projet que nous avons d'ailleurs implémenté avec le délégué départemental du tourisme et des loisirs pour le Mfundi, où on avait présenté une vision. Et dans cette vision-là, nous proposions quelque chose de suffisamment simple. Il fallait aller vers un modèle d'harmonisation et de standardisation des procédés. C'est-à-dire qu'on avait pensé que pour mieux vendre le label Cameroun, il fallait prendre tout les travailleurs des différents hôtels retenus pour abriter des délégations officielles pour les mouler dans des modèles uniformes. C'est-à-dire qu'il fallait que les tenues vestimentaires soient uniformes, il fallait que les techniques de préparation culinaire soient uniformes, il fallait que les techniques de travail, des services et tout ce qu'on peut envisager soient uniformes. Voilà comment est-ce que nous avons pensé ce projet. Et ce projet, nous l'avons proposé dans le cadre de l'association où je suis premier vice-président chargé de la formation, l'association des acteurs du tourisme pour le Cameroun. Il a été implémenté en partie. Maintenant, l'autre partie n'a pas pu être implémenté comme tel qu'on l'avait souhaité, mais je crois que nous restons satisfaits et confiants de ce que progressivement, la vision, l'image que les gens ont du métier de l'hôtellerie aujourd'hui, c'est en train de s'estomper parce que on a quand même fait un parcours. On est parti, n'est-ce pas, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la spécialité gestion des entreprises de restauration. Aujourd'hui, on a pratiquement 4 spécialités. On a la gestion et management hôtelier, on a les techniques de commercialisation de services, on a la gestion des entreprises touristiques. C'est dit qu'il y a quand même des avancées qui sont significatives. Et je pense que
dans ces avancées-là, on peut quand même aussi nous satisfaire du fait d'avoir pris part à pas mal d'activités, même au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Moi, j'ai participé à la rédaction des programmes actuels, la rédaction des programmes à l'enseignement supérieur qui vont, n'est-ce pas, du CAP jusqu'au master. Que ce soit en 2014 au Palais des Congrès, j'y étais, et très récemment encore en janvier où on a bouclé au niveau du forum avec la validation de ces programmes-là. C'est dit que notre parcours, notre modeste parcours, notre expérience aujourd'hui nous donne quand même la possibilité de présenter la réalité de ce métier-là aux jeunes pour qu'ils s'en expliquent, pour qu'ils s'en inspirent et qu'ils comprennent que ce n'est pas un métier de larbin comme on pense. Et j'ai généralement l'habitude de dire à mes étudiants, même quand vous êtes dans le cadre de la profession, il faut éviter d'être servile, il faut être serviable. Parce que si vous allez au-delà de ce que l'éthique et la déontologie professionnelle recommandent, vous commencez à faire des salamalek. Voilà à peu près. Mais là, on parle beaucoup, hein, vous parlez un peu comme un enseignant, ça se voit un peu dans votre langage. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui, après la formation, peut-être entrent dans le domaine de l'emploi. Est-ce que vous avez des satisfactions, notamment après avoir donné des cours, enseigné des enseignements à des jeunes Camerounais, peut-être qui aspirent à changer leur vie, qui sont aujourd'hui déjà à leur propre compte? Est-ce que vous en avez beaucoup? Alors, des satisfactions, oui. Et pas à 100%. Vous savez que lorsque vous êtes dans... Mais la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Vous savez que lorsque vous enseignez 10 enfants, votre souhait, c'est que les 10 réussissent dans la vie. Mais malheureusement, il y a des contingences qui font que parfois les 10 ne peuvent pas réussir. Maintenant, ceux qui ont réussi, quel est le regard rétrospectif que vous jetez sur leur passage? Lorsque vous les regardez, moi aujourd'hui, il y a une tout à l'heure qui m'a appelé, qui a été recrutée dans une entreprise en qualité de directeur. Elle m'a appelé, elle me dit vraiment, monsieur, je vous appelle parce que là, on m'a recruté dans une entreprise, qu'est-ce que je vais faire et tout. Je lui ai dit, on prend rendez-vous, tu viens au bureau, on va travailler ensemble et puis on va analyser les contours, l'environnement de ton entreprise. On va voir quels sont les objectifs que ton patron t'aura fixés. On va voir quelles sont les stratégies que nous allons développer de manière à ce que toi aussi tu puisses véritablement décoller. Et ça, c'est ce que moi je souhaite. C'est-à-dire, je souhaite que les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas, aient une vision beaucoup plus grande de la question de la question de formation dans les métiers de l'hôtellerie. Et dans cette vision-là, je leur recommande généralement de se considérer comme des gestionnaires, comme des managers, et non pas toujours de se considérer comme des techniciens à la tâche qui doivent découper, mélanger. Non pas pour dire, et ça, c'est le problème que j'ai souvent avec quelques aînés, non pas pour dire que ceux qui le font ne doivent pas le faire, ou alors que c'est pas bien de le faire, mais c'est simplement parce que dans la structuration de la formation, dans ce métier, il y a des paliers. Le premier palier, c'est l'apprentissage, n'est-ce pas, des outils de base. Et l'apprentissage de ces outils de base et ces différentes techniques vont vous permettre donc de franchir le deuxième palier où vous allez commencer à apprendre, n'est-ce pas, l'organisation de l'entreprise avec toutes ses composantes. Et le dernier palier, ce sera donc l'appropriation des outils, que ce soit sur le plan de la gestion, que ce soit sur le plan du management, que ce soit sur le plan marketing, qui vont donc vous permettre de pouvoir maîtriser la dynamique de l'entreprise à travers tous les outils de gestion que vous pouvez avoir à votre disposition. Mais ça, c'est le professeur qui parle. Alors, je sais quand même qu'il y a souvent des difficultés avec les étudiants, les apprenants. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Alors, les difficultés, je voudrais dire que j'ai toujours été un enseignant suffisamment rigoureux. Ce qui fait que je rencontre... Ah, mais je crois qu'ils sont en train de vous suivre. Hein. Ouais. Ceux qui m'écoutent là savent, ils peuvent en témoigner. J'ai toujours fait l'effort d'être rigoureux dans tout ce que je fais. Et cette rigueur, moi, je l'ai hérité de mon papa. Je l'ai acquis de mon papa. Ah, pourquoi? Je m'arrange toujours à faire la différence entre la salle de cours et en dehors de la salle de cours. Ah, lorsque nous sommes en dehors de la salle de classe... Donc, M. Arsène Komo, qu'on voit dans la salle de cours, et M. Arsène Komo, le directeur c'est totalement différent. Ah, d'accord. Je dis c'est totalement différent. Quand je suis en entreprise, j'arrive en entreprise, c'est le directeur de l'hôtel qui est en entreprise, qui tient des réunions avec ses collaborateurs, qui donne des orientations, qui, n'est-ce pas,
met sur pied, définit la vision de l'entreprise en relation avec les objectifs qui m'ont été assignés par mon patron. Mais par contre, quand je suis en classe, c'est le pédagogue. C'est le pédagogue, c'est l'enseignant qui, n'est-ce pas, a l'obligation d'utiliser tous les moyens, tous les outils nécessaires pour pouvoir amener la jeunesse qui est devant lui à comprendre le message. Et c'est là le plus important. La véritable difficulté aujourd'hui, c'est que le niveau le niveau académique ou alors le niveau scolaire des enfants, il est relativement bas. Et j'ai comme impression que d'année en année, ce niveau-là ne fait que baisser. Néanmoins, en tant qu'enseignant, quelle est la solution peut-être que vous proposez pour avoir un niveau peut-être équitable à d'autres formations? Alors, la solution simple que moi je propose, pour revenir encore à la question de l'orientation, c'est qu'au lieu d'attendre que l'orientation démarre véritablement après le baccalauréat, il est mieux d'instituer l'orientation à partir du cycle primaire. À partir du cycle primaire, ça veut dire que quand l'enfant obtient déjà son CEP, il faut qu'on soit déjà capable de déceler en lui, n'est-ce pas, les orientations qu'il peut prendre. De savoir que lui, après, il va entrer en sixième. Après la sixième, quand il va atteindre la seconde, il peut aller en seconde. Il peut aller en seconde. Par exemple, en Occident, déjà, on peut voir un monsieur, on dit, il a un BPC professionnel. Peut-être ça nécessite pas encore ici au Cameroun. Peut-être, faudrait changer peut-être le système éducatif. Je pense qu'il faudrait penser à cela. Et si on pense à cela, cela nous permettrait l'avantage d'avoir des jeunes qui, même n'ayant pas fait un long parcours académique, d'avoir une qualification et d'avoir même, j'ai envie de dire, une spécialisation dans quelque chose de précis. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous formons des jeunes, peut-être nous les formons mal aussi. Et ça, c'est la responsabilité parfois aussi des formateurs que nous sommes. Est-ce qu'il s'agit pour nous de former un enfant simplement pour qu'il réussisse, ou alors il s'agit pour nous de former un enfant non seulement pour qu'il obtienne son brevet de technicien supérieur, mais pour qu'il réponde aux exigences de l'entreprise. Parce que nous les formons pour les remettre aux entreprises. Et en même temps, il faut déjà interroger quelle est l'adéquation entre ces formations et les besoins du marché en entreprise. Donc, si on en arrive véritablement à créer cette synergie entre les questions d'orientation, la définition des programmes de manière technique, pratique et spécifique, et les besoins du marché en termes de recrutement, je crois que ça pourrait amener à résoudre. Mais je pense quand même qu'il y a des efforts qui sont faits aussi dans ce sens, ça il faut le dire, mais puisque on espère toujours que les choses s'améliorent de mieux en mieux. C'est pour ça que nous militons toujours pour le fait que il faut davantage s'intéresser aux questions de l'orientation. Et cette orientation-là, il a 3 piliers. L'orientation scolaire, académique et professionnelle. Ça, c'est l'enseignant qui parle. Alors, nous allons prendre déjà quelques messages. Bonsoir, je m'appelle Samira. Ma question est la suivante. Comment convaincre ou avoir un investisseur? Alors, comment convaincre ou avoir un investisseur? La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'investisseur s'intéresse à un projet. L'investisseur ne s'intéresse pas à un individu. Alors, s'il s'intéresse à un projet, ça veut dire que vous avez eu une idée, ce qu'on appelle l'idée de projet, que vous avez transformé en projet. Ouais. Et à partir de ce moment, le projet doit être rédigé dans des formes normales où vous devez vous faire accompagner par des experts qui sont qualifiés pour la rédaction des projets. Alors, ces experts-là vont vous accompagner dans la rédaction de ce projet-là en prenant en compte des facteurs qui sont susceptibles de déterminer la faisabilité ou non de votre projet. Ah, on parle d'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité. Parce que la question aujourd'hui, c'est que on se retrouve avec des gens qui pensent des projets dans leur tête, qui n'ont mené aucune étude, mais qui malheureusement viennent vous dire que j'ai essayé de mener tel projet, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché peut-être parce qu'il y a une adéquation entre l'idée et la représentation du projet que vous aurez pensé faire. Ouais. Je vous prends un exemple simple. Si
vous décidez d'aller planter une industrie qui fabrique du jambon dans une région à dominance musulmane. Oui. Vous ne résolvez aucun problème. Oui, effectivement. Alors, il faut donc s'assurer. La première question, c'est le projet que je voudrais mettre sur le marché, à qui est-ce qu'il s'adresse? Quel est le problème que je voudrais résoudre à travers ce projet? Et quelle pourrait être la plus-value de mon projet par rapport à tous les autres projets qui existent déjà? Parce que je ne suis pas le seul. Ce n'est pas une situation monoconcurrentielle. C'est une situation où je vais entrer dans un marché où il y a d'autres personnes qui existent déjà. Donc, en un mot, pour convaincre un investisseur, il faut avoir un bon projet. Et un bon projet, ça suppose avoir un bon business plan. Mais là, aujourd'hui, on a peut-être l'agence de promotion des investissements. Est-ce que c'est possible de travailler avec, les jeunes peuvent travailler avec l'API, par exemple? Bien sûr, c'est possible de travailler avec eux. Et lorsque je dis que c'est possible de travailler avec eux, je reviens encore, par exemple, à la thématique de la 3e édition de notre Fofoma. Oui. Nous avons, la 3e édition est axée sur l'entrepreneuriat et la question de financement de projets de développement. Pourquoi? Parce qu'on a mené notre petite enquête, notre petite étude, parce que je voudrais indiquer que dans le projet, il y a un responsable de projet. Alors, le responsable de projet a mené une étude qui nous a permis de comprendre que les jeunes ne savent même pas parfois vers qui aller pour tel ou tel problème. Oui. Donc, il est question déjà, à ce niveau, de mettre sur pied des mécanismes de sensibilisation et inviter donc tous ces programmes, tous ces organismes qui travaillent pour des préoccupations de la jeunesse à utiliser donc des mécanismes de communication de proximité pour aller vers les jeunes, leur parler, les orienter, leur dire qu'est-ce qui est disponible pour eux et quelles sont les conditions pour lesquelles cela peut être mis à leur disposition. Effectivement. On va lire quelques messages. Bonsoir, monsieur Hassan Komo, mon idole dans le secteur hôtelier. Il fut mon enseignant, mais j'ai perdu son contact. Je ne sais pas s'il peut nous le communiquer. Brave enseignant, je suis Ngeko Laetitia. Bonsoir à vous sur le plateau. Madame Ngeko Laetitia, vous n'avez qu'à m'écrire et à la fin de l'émission, on vous passera le contact. Bonsoir, moi c'est Minko Ebo. Comment faire pour obtenir ou entrer dans l'entrepreneuriat? Alors, comment faire pour obtenir ou entrer dans l'entrepreneuriat? C'est d'abord d'être passionné. Au-delà de la passion maintenant, il faut être capable de penser. Lorsque je dis il faut être capable de penser, c'est que il faut analyser son environnement et se dire que qu'est-ce que je peux apporter qui soit une réponse au problème de l'environnement dans lequel je me trouve. Lorsque vous atteignez le niveau où vous pouvez vous poser cette question et avoir une réponse, alors vous êtes là en train d'entrer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la capacité de créer, la capacité d'inventer, la capacité de faire des propositions qui soient des réponses à des problématiques spécifiques. Donc, il faut être capable d'observer son environnement. Et lorsque vous avez observé votre environnement, vous allez forcément constater qu'il y a un problème qui se pose, que ce soit en interne ou en externe. Et par rapport à ce problème, vous décidez donc de penser une idée à partir de laquelle vous allez faire des propositions pour pouvoir résoudre ce problème-là. Nous allons prendre un message. Bonsoir, s'il vous plaît, le bureau d'orientation professionnelle est situé où à Yaoundé? Merci, c'est Madame Carole. Alors, le OBUCAM, comme je vous l'ai indiqué, c'est Orientation and Professional Training Bureau of Cameroon. C'est une très jeune entreprise. Nous sommes à peu près 4 mois. Nos bureaux, pour le moment, nous sommes situés à Simbok. À Simbok, à 500 mètres après la pharmacie de la Grâce. D'accord. Bonsoir en studio. En parlant d'entrepreneuriat jeune, cet entrepreneuriat jeune consiste concrètement à quoi? Patrick Ngon depuis Yaoundé. Alors, l'entrepreneuriat jeune, en quoi est-ce qu'il consiste? L'entrepreneuriat jeune consiste à amener les jeunes à s'intéresser aux problèmes de développement de leur environnement. Voilà ça en quoi il consiste. Comment est-ce que les jeunes doivent s'intéresser aux problèmes de développement de leur environnement? Vous devez être capable de penser des modèles de développement de l'environnement à partir des éléments qui existent. Parce qu'il faut utiliser ce qui existe pour pouvoir voir quelles sont les limites et
à partir de ces limites-là, dit que moi, on peut être une force de proposition. Je prends le cas de Fofoma. Fofoma en arrive aujourd'hui à être une organisation qui progressivement est en train de se structurer et qui tend la main à toutes les parties prenantes qui s'intéressent aux questions d'orientation, de formation et d'autonomisation des jeunes. Comment? Fort de l'expérience que chacun des membres de Fofoma ou de Obukam a pu obtenir, nous avons pensé que la question de formation au Cameroun ne doit pas se poser simplement parce qu'on a besoin que les jeunes soient formés, mais la question de la formation au Cameroun doit se poser à partir de l'orientation. C'est pour ça que on a, dans le cadre de la première réunion de concertation élargie pour en prélude à la préparation de la 3e édition de Fofoma, qui a eu lieu hier, nous avons donc convoqué un ensemble de partenaires d'administration et d'institutionnels pour qu'ensemble, nous pensions l'organisation de la 3e édition. Parce que cette 3e édition, nous la voulons beaucoup plus faste, nous la voulons précise, pointue, de manière à apporter une réponse davantage spécifique et concrète aux problématiques des jeunes en matière de formation. Bonsoir le plateau, l'invité est hyper pertinent. Le véritable problème des jeunes entrepreneurs au Cameroun, c'est la formation. Il n'y a pas une adéquation entre formation et emploi. Les jeunes doivent se former pour réduire l'échec entrepreneurial. Monsieur Ndomo Yebon Claude, économiste et président des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Merci. Voilà, nous allons lire d'autres messages. Il y en a qui ne font qu'arriver déjà. Bonsoir, merci pour votre éclaircissement. C'est Minko, vous avez déjà répondu. Bonsoir, est-ce possible de rencontrer Monsieur Nkomo ou avoir son contact pour qu'il puisse étudier la faisabilité de mon projet? Voilà, je crois qu'il y a déjà des projets qui font qu'arriver. Voilà, on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. On sait aussi que vous êtes management, vous êtes dans le management peut-être hôtelier. Ouais. Comment ça se passe dans le management hôtelier et puis peut-être aussi touristique? On sait que le tourisme au Cameroun, quelque part, a des fois quelques petits problèmes, notamment concernant la sécurité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques zones au Cameroun où il n'y a pas de sécurité, il y a des crises qui sévissent, notamment dans le nord-ouest, sud-ouest et peut-être aussi dans le septentrion. Oui. Comment est-ce que vous organisez le tourisme au Cameroun aujourd'hui? Alors, il faut dire que le tourisme au Cameroun, il est organisé sur la base des textes. Et il y a des textes législatifs et réglementaires qui encadrent l'organisation du tourisme au Cameroun. Je voudrais faire allusion à la loi de 2016, la loi numéro 2016-006 du 18 avril 2016. Alors, lorsque vous allez dans la loi, on vous indique clairement quels sont les mécanismes de déploiement des acteurs du tourisme sur le terrain. Et ces mécanismes sont encadrés par des textes réglementaires qui vous renvoient à certaines administrations, dont l'administration de proximité qui est la délégation départementale du tourisme et des loisirs qui accompagne les acteurs. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres acteurs qui se constituent soit en association ou en syndicat pour pouvoir créer une saine émulation du développement, de l'éclosion du secteur. Le cap, il est fixé par l'administration centrale, le ministère du tourisme et des loisirs, donc qui, ça aussi il faut le rappeler, il est indiqué que le Cameroun est devenu destination touristique pratiquement entre 2010-2012 avec l'atteinte de 500 000 touristes internationaux par an. Mais est-ce qu'il suffit juste de dire que nous sommes devenus une destination touristique? Que non. Lorsque vous observez le potentiel touristique que le Cameroun comporte, on se dit qu'il reste encore très sous-exploité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour en arriver, déjà, il faut transformer ce potentiel touristique-là, il faut transformer ce potentiel-là, le faire partie de l'état de nature à un état touristique. Pourquoi? On a l'habitude d'indiquer aujourd'hui qu'il y a plus de 830 sites touristiques au Cameroun. Moi, quand je regarde souvent, je dis non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Un site touristique, c'est un site qui est parti de son état naturel pour devenir touristique. Parce qu'on ne peut pas compter les sites naturels comme des sites touristiques. Un site touristique, c'est un site qui a été aménagé, viabilisé et qui comporte un certain nombre d'infrastructures de base, telles que les routes, telles qu'un certain nombre d'éléments. Vous voyez? Alors, il est important que les gens s'organisent en association, en syndicat, pour soutenir l'administration centrale dans la résolution des problèmes du tourisme dans notre pays. Pourquoi? Lorsqu'on regarde
dans le cadre de notre association, malheureusement, on n'était pas allé au bout de cette enquête. Nous avions engagé, lorsque le Covid battait son plein, on a engagé une étude dans laquelle on voulait déterminer de manière concrète quel était le niveau d'impact du Covid dans les sous-secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Oui. C'est-à-dire on avait envie de comprendre comment est-ce que cette affaire-là avait véritablement touché. Vous savez qu'en économie, il faut utiliser des indicateurs. Ça ne sert à rien de venir dire que le secteur est touché alors que vous n'avez pas des indicateurs pertinents. Donc, on avait besoin... Des statistiques. Il fallait avoir des statistiques. On avait besoin des indicateurs. Notre chargé de projet avait initié, mais malheureusement, on n'a pas pu aller au bout. Donc, je pense que pour donner davantage encore, beaucoup de crédibilité à notre tourisme, il faut encourager déjà les acteurs qui sont là. Il faut leur donner la possibilité de proposer ce qu'ils ont et il faut généralement les associer dans les mécanismes d'organisation de la question du tourisme au Cameroun. Parce que vous avez parlé par exemple de syndicats, oui. Mais il y a le SPID qui est quand même très connu. Est-ce que vous travaillez avec eux? Le SPID, c'est le syndicat des patrons. Je n'en suis pas un. C'est pour ça que pour le moment, moi, je fais partie de l'association des acteurs. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. C'est quoi? Le SPID peut s'intéresser davantage aux questions des patrons. Or, parce qu'on parle d'hôtellerie quand même et de tourisme. On parle d'hôtellerie. Cela va de pair quand même. Cela va de pair. Mais je voudrais expliquer quelque chose. Le SPID, c'est le syndicat des patrons. Et de manière simple, les patrons, c'est des commerçants. Ça veut dire que ils s'intéressent davantage à ce qui peut leur permettre de gagner un peu de sous. De mon point de vue, c'est sur les acteurs, c'est sur les opérationnels, c'est sur les exécutants qu'il faut véritablement voir. Il faut leur donner les moyens, non seulement d'être épanouis, il faut les écouter, il faut être capable... Mais vous qui êtes expert en management, comment est-ce convaincre justement les étrangers, les clients, les Camerounais qui aimeraient justement découvrir un autre Cameroun à travers le tourisme? Alors, pour convaincre ces citoyens-là, ces expatriés-là, à venir découvrir... Même les Camerounais? Oui, ça se situe effectivement à deux niveaux, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe. Pour les convaincre, la première chose, c'est que aimons d'abord nous-mêmes le Cameroun. D'accord. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas un manque de promotion de sites touristiques? Parce qu'il faudrait en venir là, parce qu'il y a des sites touristiques qui sont inconnus des Camerounais, par exemple. Je suis d'accord, on va y arriver. Mais moi, je vous prends d'abord un cas simple. Où est la notion de la patrie aujourd'hui? Quelle est la représentation du Cameroun que font les Camerounais à l'international? C'est un pays où. Moi, je ne fais pas de la politique. Mais je pense que à un moment donné, quelles que soient nos sensibilités, nos obédiences, rien ne doit être au-dessus, n'est-ce pas, du patriotisme national. Okay. Ça veut dire que commençons d'abord, réapproprions-nous la question de la patrie, l'amour de notre pays, de manière à ce que, quelles que soient les divergences que nous avons, qu'on soit quand même capable de présenter le Cameroun comme un pays qui a du potentiel. Maintenant, lorsqu'on a franchi ce cap, on revient donc pour nous tourner vers... Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en parlant de cap, de franchir ou pas franchir? Où est-ce qu'on en est au Cameroun aujourd'hui? Où situez-vous le Cameroun dans le domaine touristique local, par exemple? Non, je voudrais indiquer que lorsque vous cherchez, vous faites des études sur les indicateurs du tourisme au Cameroun. En 2017, c'était une contribution au PIB de pratiquement 3,2% du PIB. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme. C'est pour ça que j'ai indiqué que c'est énorme, mais ça reste encore sous-exploité parce qu'on peut encore faire mieux. Vous voyez, on peut faire mieux. Maintenant, j'ai indiqué que lorsque j'ai planté le décor, en invitant les gens à reprendre l'amour de la patrie, la deuxième chose, c'est de se tourner aussi vers les administratifs et les institutionnels. Afin qu'ils puissent eux aussi développer un cadre de collaboration, partenariat public-privé qui va véritablement donner la parole aux véritables acteurs. Parce que ce sont eux
qui connaissent quelles sont les difficultés. Vous savez, quand on pense les politiques de développement, quand on pense les politiques de développement, il faut penser des politiques inclusives qui incluent les acteurs qui incluent les acteurs dans tout le processus, parce que ce sont eux qui sont au quotidien avec des touristes qui arrivent. Ils maîtrisent davantage. Mais il faut avouer quand même que l'écotourisme est beaucoup plus mis en avant que le tourisme en lui-même. Oui, tout ça, ça fait partie du tourisme. Vous savez que le tourisme est une industrie transversale. Oui. Et c'est ça qui est le charme. Le tourisme est une industrie transversale qui intègre plusieurs autres secteurs. Ça veut dire qu'à la réalité, nous faisons tous du tourisme. Nous sommes tous des produits touristiques. Moi, j'aime à le dire que nous sommes ce que nous faisons et comment nous faisons, et par conséquent, nous sommes tous des produits touristiques. D'accord. Nous allons lire quelques messages. Bonsoir Info TV, je tiens à saluer votre émission. À vous la parole et votre brillant invité, l'expert Arsène Como. Juste pour le féliciter pour son initiative Fofoma, qui offre de multiples possibilités à la jeunesse. Mais je voudrais qu'il nous parle d'un business plan dans son domaine. Monsieur Lissouk. Ah, merci à Monsieur Lissouk, c'est un collègue. Nous enseignons ensemble dans plusieurs instituts. Alors, très cher collègue, je pense que on n'aurait pas suffisamment de temps pour développer l'aspect lié au business plan ici, le business plan. Alors, le business plan, c'est un modèle, c'est ce qu'on appelle le plan d'affaires. Dans ce plan d'affaires, il y a un certain nombre de questions qui sont posées auxquelles on doit trouver des réponses. Comme je l'indiquais tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux créer comme projet? Ce projet va permettre de répondre à quel problème? Ce problème-là, quelle sera cette solution? Quel sera son impact sur l'environnement? Cet environnement, ce projet-là, quels seront les effets de ce projet sur l'environnement? Il peut avoir des effets pervers. Il peut avoir des effets positifs comme la création des emplois. Oui. Mais les effets pervers, c'est par exemple la pollution. Donc, il faut donc également à cela associer des études sur le plan marketing. Le marché, dans quel marché est-ce que je vais me positionner? Ce marché-là, quel est l'état de sa situation concurrentielle? Lorsque je me pose toutes ces questions, l'état de la situation concurrentielle, le marché sur lequel je vais me positionner, quelles sont les personnes qui vont opérer dans cette entreprise? Maintenant, on va progressivement parce que le plan d'affaires est subdivisé en plusieurs étapes en fonction de l'évolution du projet. Oui. On a d'abord une première partie qui concerne, n'est-ce pas, l'analyse globale du projet à travers des questions préliminaires de base qui permettent déjà de déterminer si l'idée de projet est bonne ou pas. Et lorsqu'on a franchi ce cap, on rentre donc maintenant dans les questions liées à l'implémentation du projet en lui-même. Lorsqu'on franchit le cap de l'implémentation du projet en lui-même, il faut maintenant commencer à envisager le modèle d'organisation et de gestion de ce projet jusqu'à ce qu'il prenne corps et qu'on se retrouve en train de mettre le produit qu'on a souhaité sur le marché. Mais là, on est en train de recevoir un cours en pleine télévision. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont s'imprégner de cette émission. Bonsoir, s'il vous plaît, monsieur. Après avoir fini une formation en management hôtelier et n'ayant plus assez de moyens pour continuer les études, nous souhaitons bien entrer dans le monde du travail, mais les bonnes entreprises exigent des expériences de 2 ans et plus. Comment faire pour gagner la confiance des employeurs en vue de commencer à acquérir une expérience professionnelle? Alors, la première chose, c'est la confiance en soi. C'est la base. Vous avez fait une formation et là même encore avant d'arriver, c'est quel type de formation avez-vous fait? Parce qu'il ne faut pas faire une formation juste pour avoir le diplôme. Odile. Il faut faire une formation et c'est là la très grosse difficulté avec les instituts de formation professionnelle. C'est que vous faites une formation pour obtenir le diplôme, mais à côté du diplôme, il y a effectivement la qualification. Parce que le diplôme seul ne suffit pas pour vous donner la compétence liée, n'est-ce pas, au diplôme que vous avez obtenu. Oui. Vous avez eu le BTS par exemple, mais est-ce que il suffit d'avoir le BTS en gestion et management hôtelier pour être directeur de tel nom? Il faut donc l'avoir. Maintenant, il faut s'assurer qu'il y a une véritable adéquation entre votre diplôme et vos compétences.
sur le terrain. Mais lorsque vous développez donc des compétences, vous devez avoir une confiance en soi et vous vous lancez donc sur le marché de l'emploi. Maintenant, quand vous vous lancez sur le marché... Et là, on dirait un coup de développement personnel aussi. Quand vous vous lancez sur le marché, il faut donc maintenant affronter le marché en fonction de l'environnement qui se présente à vous. Parce que les jeunes aujourd'hui, généralement, ils vont dans des entretiens d'embauche avec des idées préconçues. C'est-à-dire que je pars aussi tenter ma chance. On ne va pas tenter la chance en entretien d'embauche. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'on demande peut-être 2 à 3 ans d'expérience. Oui. Comment faire pour avoir les 2 ans d'expérience en voulant travailler sans avoir ces 2 ans d'expérience? Je suis d'accord avec cet aspect de la chose qui voudrait qu'à chaque fois, on exige, n'est-ce pas, de l'expérience pour pouvoir accéder à un poste. Mais également, je dis, l'expérience s'acquiert aussi au fil du temps. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quand vous sortez d'une école de formation, ce n'est pas directement qu'on va vous nommer directeur dans un établissement 4 étoiles. Vous avez peut-être la qualification requise, mais il faudrait que vous vous rendiez opérationnel dans une entreprise en commençant par un certain niveau. Ça veut dire qu'avant d'atteindre le stade de directeur général dans un hôtel, vous pouvez commencer chef de réception. Au niveau de chef de réception, vous allez acquérir, n'est-ce pas, les mécanismes opérationnels dans la gestion d'un groupe, le groupe de réception. Après, vous allez franchir un second palier et progressivement, on a donc cette expérience-là qui va parler en votre faveur, appuyée à votre qualification et davantage avec votre compétence, on va vous confier des postes. Moi, je connais des personnes qui sont entrées dans des entreprises qui, elles ont été recrutées pour un poste inférieur, mais en très peu de temps, ont été promus à des postes supérieurs. Alors on parle de compétences, c'est peut-être de performance aussi. Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut que le jeune qui souhaite, n'est-ce pas, avoir un parcours sérieux et normal, n'est-ce pas, qu'il s'adonne au travail. Et le travail ne consiste pas simplement à aller en entreprise. Si on vous a demandé de nettoyer la table, chaque matin vous venez vous nettoyer la table. Non, en entreprise, il faut être actif. Moi, je le dis à mes employés. Je leur dis, j'ai besoin des personnes qui sont de l'entreprise et non dans l'entreprise. Parce que quand vous êtes actif en entreprise, ça permet de déceler en vous d'autres compétences, d'autres capacités qui peuvent permettre, n'est-ce pas, aux dirigeants ou aux managers de vous utiliser d'une autre façon. Bonsoir. Même les stages dans les entreprises, ce n'est pas facile. Les stages dans des entreprises, ce n'est pas facile. Je crois que là aussi, ça pose un problème d'organisation entre les établissements et les entreprises. Personnellement, ceux qui me connaissent savent que j'accueille beaucoup de stagiaires dans mon entreprise. Mais là, vous êtes en train de dire en plein Amondo Vision que vous accueillez les stagiaires. J'espère que vous pourrez accueillir tous les stagiaires qui vont peut-être écrire. Naturellement, on ne peut les accueillir qu'à la limite, n'est-ce pas, du nombre de places qui est souvent réservé. Les premières personnes à venir, c'est elles que nous accueillons. Donc, c'est ça. Bonsoir, Inès Tcha Kouchio depuis Yaoundé. Est-ce possible de rencontrer M. Nkomo ou avoir son contact pour qu'il puisse étudier la faisabilité de mon projet? Je vous en prie. Donc là, il y a une demande déjà d'un futur entrepreneur qui demande votre contact. De toute façon, contactez-moi sur WhatsApp et je vous donnerai le contact de M. Nkomo. Alors aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, entrepreneuriat jeune. Est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui camerounaise peut être intéressée par l'entrepreneuriat, peut-être suivant le contexte où on se dit il y a une petite crise quelque part un peu monétaire, économique? Alors, je pense qu'au-delà de la crise monétaire et même au-delà de la crise sanitaire et tout ce que vous pouvez imaginer, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui suffit à tous ces facteurs. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat ne consiste pas simplement à créer une entreprise gigantesque. On peut aussi entreprendre dans des projets de développement social pour résoudre un problème de base. D'accord. Ouais. À partir de là, il ne s'agit pas simplement... Entreprendre ne veut pas simplement dire créer une entreprise où on va gagner beaucoup d'argent. Entreprendre, c'est apporter la réponse à un problème qu'on a identifié, comme le dirait Dalloz. Hein?
Il faut apporter, il faut proposer une réponse à un problème qu'on a identifié. Et de ce point de vue, je pense que l'entrepreneuriat, bien que nous soyons dans un environnement un peu compliqué avec les turbulences sur le plan économique et monétaire, l'entrepreneuriat reste et demeure quelque chose d'important pour lequel les jeunes doivent s'approprier. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a des choses pour lesquelles vous ne vous intéressez plus. Avant de décider véritablement de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'écoutais beaucoup les débats où les gens se tiraient dessus, tel a dit, mais aujourd'hui, je n'ai même plus le temps. Ça veut dire que si ce n'est pas un débat instructif où je peux apprendre quelque chose d'intéressant, je ne regarde même pas. Mon souci, c'est à chaque fois de me dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer. Et c'est pour ça, et c'est dans la question de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer, où nous avons débouché sur le problème. Mais aujourd'hui, on voit la jeunesse qui se dit on aimerait entreprendre, mais est-ce que le capital va suffire? Est-ce qu'il faudrait avoir un certain capital qui soit peut-être élevé ou pas pour pouvoir entreprendre? Je vous prends le cas de Fofoma ILSM. Oui. Nous sommes à 2 éditions. Le comité d'organisation qui me regarde sait que nous sommes endettés. Nous avons entrepris de mettre sur pied une organisation sur fonds propres. Vous savez comment ça fonctionne. Sur fonds propres, ça veut dire que nous faisons des cotisations. S'ils m'écoutent, ils me regardent. Nous faisons des cotisations. À date, nous avons encore une ardoise. Mais le fait... Parce que quand vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'attendez pas que les gens viennent vous apporter des millions pour vous dire que non, vraiment, voilà. Non. Vous devez... On peut entreprendre avec 10 000, 20 000. Naturellement, vous devez convaincre. Je vous ai dit que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement de créer une grosse entreprise, vous allez gagner de l'argent. Ça dépend de la solution que vous voulez apporter à un problème. C'est ça. Et les problèmes sont à plusieurs niveaux. Il y a les problèmes de base, il y a des problèmes d'ordre social, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes sanitaires. Ça dépend. Il faut entreprendre. Et je vais vous dire, quand vous rentrez dans l'entrepreneuriat, vous comprenez qu'il y a toute une richesse cachée à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des organismes qui financent des projets entrepreneuriaux. Malheureusement, ces organismes-là ne peuvent te faire confiance que lorsqu'elles ont véritablement l'assurance que tu es dans une bonne voie et que tu n'es pas quelqu'un qui viendrait prendre un financement et qui va disparaître plus tard. On a quand même aussi observé quelquefois des jeunes qui ont parfois eu des petits financements pour pouvoir créer des petits projets, mais qui ont disparu. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi... C'est une histoire de crédibilité qui est prise en compte. C'est pour ça qu'il faut travailler sur des bases solides. Il faut avoir fait un certain nombre de choses de manière à ce que vous ayez un passé qui parle pour vous et qu'on ait vu déjà ce que vous avez fait pour que les gens s'intéressent à vous. Donc, ce n'est pas évident aujourd'hui de se lever et dire qu'on va entreprendre et directement les gens vont venir vous financer. Non, c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est tout un processus et ça... Il faut avoir du courage pour pouvoir supporter ce processus. Nous allons continuer avec les messages. Bien le bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir si après le bac, on peut faire une formation d'hôtellerie pour 1 an. Après le bac, faire une formation d'hôtellerie pour 1 an. Oui. Oui, vous pouvez la faire où? Dans un centre de formation professionnelle agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ils ont là-bas, parce que j'ai aussi la chance d'intervenir là-bas au niveau du MINFOP, ils ont la chance d'avoir ce qu'ils appellent les référentiels homologués, des référentiels à programme homologué et des référentiels à programme non homologué. Donc, ça veut dire il y a même ce qu'on appelle les certifications. C'est-à-dire que après le bac, vous allez faire 1 an, vous obtenez ce qu'on appelle le diplôme de qualification professionnelle qui est reconnu. Ou si vous n'avez pas cette compétence-là, vous pouvez aller faire, n'est-ce pas, une certification. C'est-à-dire que vous allez faire une formation, mais à la fin, on va vous délivrer, n'est-ce pas, une attestation qui va certifier que vous avez effectivement fait cette formation. Donc, la réponse est oui, vous pouvez effectivement le faire.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur. S'il vous plaît, comment peut-on postuler pour être stagiaire dans votre structure? C'est franc de Vogue Betty. Pour être stagiaire dans notre structure, c'est simple. Vous constituez votre dossier, vous venez le déposer et puis on va l'étudier. On va l'étudier. Mes collaborateurs vont l'étudier à la fin. Si vous êtes retenu, on va vous appeler. Good evening, madam. Please, I need his number. C'est on demande votre numéro. Alors, nous allons passer, prendre un peu de temps et le temps de souffler avec tous ces messages qui arrivent, notamment concernant l'entrepreneuriat jeune. On va prendre quelques images et puis monsieur Arsène Como nous donnera quelques avis. Alors, madame Françoise Poinet. Alors, madame Françoise Poinet, c'est une dame de fer. Elle peut pas me connaître, mais moi je la connais parce que j'ai été jeune stagiaire dans son entreprise. D'accord. Et lorsque j'ai été dans son entreprise, c'est une dame de fer. C'était pas du tout facile, mais j'étais avec un ami, Zézé André Félix, à qui j'ai dit bonsoir. Aujourd'hui, lui, il a carrément changé de couloir. Il a fait après ça le concours de l'ENAM, il est sorti, il est administrateur du travail. C'est une dame de fer, mais je crois que c'est une dame qui est rigoureuse aussi. Et vous savez, parfois quand on est jeune, on ne supporte pas toujours la rigueur. On a tendance à faire la confusion entre la rigueur et d'autres éléments qui peuvent être connexes. C'est une dame elle a du charisme, vous voyez, et elle est entreprenante, effectivement. Lorsque vous voyez le niveau d'investissement qu'elle a atteint, en tant que femme, il faut pouvoir le faire. Donc, beaucoup d'admiration sur le plan de l'entrepreneuriat. Et je crois que un jour, si j'aurai la chance un jour de partager avec elle, je lui dirai de vive voix. J'ai été stagiaire dans son entreprise. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. D'accord. Nous allons donc passer à l'image suivante. Avec le concours de la régie, on peut passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Monsieur Folidiran, qui a beaucoup travaillé avec la jeunesse camerounaise aujourd'hui, et on garde un bon souvenir quand même, justement, de ses conseils. Oui. Folidiran, c'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse à travers l'émission d'Élie. C'est vrai que j'étais jamais allé à cette émission, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à encourager les jeunes dans le domaine artistique, musical. Et je crois que même n'étant pas dans ce secteur, il mérite quand même beaucoup d'admiration pour avoir permis à beaucoup de jeunes de se dévoiler dans leur talent aujourd'hui. Je crois que c'était aussi un artiste. Je crois que c'est un artiste aussi. Il a chanté une chanson, je crois, Aïcha ou Fanny, quelque chose comme ça, que j'aimais beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune encore. Donc, voilà, c'est des modèles dans l'entrepreneuriat. C'est des modèles qui ont accompagner les jeunes, c'est des modèles qui ont permis aux jeunes de s'exprimer, qui ont tenu la main. Je crois qu'il y avait un Chris Batt, quelque chose comme ça. Oui, c'est lui qui l'a beaucoup, c'est à partir des délits qu'il a été révélé. Et il y en a plusieurs. Je crois que sur le plan artistique, culturel, c'est un monsieur qui a écrit, il a inscrit son nom en lettres d'or et il mérite aussi autant d'encouragement et de félicitations. De l'admiration. Nous allons passer donc à l'image suivante. Monsieur Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Bon, là, c'est le pape des médias. Je voudrais dire, c'est le pape des médias. Je crois que dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui ne soit pas admiratif de Monsieur Jean-Pierre Amougou-Bellinga, Sa Majesté. Je voudrais indiquer que je suis donc effectivement enseignant à l'ISAM,
à l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers. J'ai beaucoup d'admiration pour Sa Majesté. Je vois tout ce qu'il essaye de faire pour les jeunes. J'ai pensé à un moment donné solliciter à le rencontrer dans le cadre de notre projet Fofoma. Peut-être que j'aurai l'occasion pour déjà lui dit que je suis très admiratif de tout le travail qu'il fait, de l'appui qu'il accorde, n'est-ce pas, à tous ces jeunes-là, de cette vision entrepreneuriale qu'il essaye d'inculquer tout autour de lui. Et vraiment, je n'ai pas de mots pour qualifier la personne qu'il est. C'est un homme au grand cœur, c'est quelqu'un qui met tout ce qu'il a pour voir les autres être épanouis. Et la preuve, c'est que dans son environnement où je me trouve, les choses sont bien. D'accord. J'espère qu'il va suivre le message. Nous allons passer au message suivant. Monsieur Aliko Dangote. Aliko Dangote, le pape de l'homme le plus riche toute l'Afrique, le pape de l'Afrique. On Quand peut on qu'être parle admiratif. d'entrepreneuriat aussi, Entrepreneuriat, Aliko ouais. Dangote, oui, c'est un modèle. Oui. C'est carrément un très gros succès. Aliko Dangote, c'est le ciment Dangote que nous utilisons ici. C'est beaucoup de choses. Ce type de personnes, pour moi, représente des modèles. Et lorsque je vois ce type de personnes, j'interroge leur parcours, je me dis, ça veut dire qu'il est possible d'y arriver. Il est possible d'y arriver. Il organise déjà des séminaires, justement, voilà. Pour des jeunes entrepreneurs, pour leur demander d'investir, même si vous avez 10 000, pour pouvoir arriver à ce niveau où ils se trouvent. Tout à fait. Donc, c'est des modèles. Et c'est des personnes qui, aujourd'hui, leur seule motivation reste à vouloir aider la jeunesse à se mettre debout, à aider la jeunesse à comprendre que l'avenir, c'est dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, je pense que l'avenir, c'est dans l'entrepreneuriat. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez une ouverture d'esprit. Vous avez une autre vision de la société. Vous avez une vision qui vous permet de vous exprimer sur pas mal de sujets qui peuvent être tabous pour certains ou alors qui peuvent constituer des freins ou des blocages pour d'autres personnes, mais la vision entrepreneuriale vous amène à surpasser tous ces clivages, à transcender toutes ces barrières pour véritablement voir le plus intéressant et le plus intéressant qui est la finalité en termes d'entrepreneuriat. Aliko Dangote, vraiment, c'est comme on dit, chapeau l'artiste. Nous allons prendre une autre image. Donald Trump. Donald Trump, président des États-Unis. Mais on va beaucoup plus parler dans le domaine peut-être de l'entrepreneuriat. Oui, ouais. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, Donald Trump, lui aussi, il a beaucoup investi dans des affaires. Oui, on connaît le Trump Tower. Le Trump Tower et tout le reste. À Wall Street, il a fait monter... Tout à fait. Je crois que c'est... le charme de l'entrepreneuriat, c'est lorsque vous regardez le parcours des personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Généralement, c'est des parcours atypiques. Oui. C'est des personnes qui ont un parcours généralement marqué par une histoire. Vous voyez un peu? Et à partir de cette histoire, ils essayent de se dire, si ceci m'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire que cela ne puisse pas arriver aux autres? C'est ça l'entrepreneuriat. Apporter une réponse à une situation que vous avez vécue ou alors à une observation que vous avez effectuée dans la société. Donc, Trump, c'est à côté de ça, un homme politique, il a fait tout ce qu'il a pu faire. C'est un président en matière d'entrepreneuriat, oui. Il accompagne aussi beaucoup. Quand vous faites des recherches, il investit beaucoup et je crois que c'est des modèles que les jeunes entrepreneurs que nous sommes devons suivre pour nous dire qu'il faudrait peut-être que demain ou après-demain, nous aussi, nous arrivons à nous retrouver à ce stade-là. Pourquoi pas? On va passer à l'image suivante. Monsieur Issachiro Mabakari. Alors, Monsieur Issachiro Mabakari, je suis très admiratif de Monsieur le ministre. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque nous décidons de lancer le projet Fofoma en 2020, j'ai l'idée
j'appelle les gars, nous nous asseyons, on discute sur l'idée, on la conceptualise, on la met sur papier. Alors, la première difficulté, c'est que on ne peut rien faire si on n'a pas un cadre réglementaire. Il fallait donc trouver un cadre réglementaire qui allait constituer le socle de notre idée. Le cadre, c'était quoi? Il fallait trouver une administration qui allait porter le projet. On a saisi à cette époque deux administrations. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Je vous assure que on avait déposé la correspondance le 1er septembre. Je crois que c'était le 1er septembre au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Au-delà du fait que c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup l'art oratoire, avec toute l'élégance qui accompagne son art oratoire. On a donc déposé cette demande-là 2 semaines après. Nous avons obtenu une réponse. Et la réponse, elle était positive. Lorsque j'ai envoyé retirer ce courrier et que je l'ai ouvert, où j'ai vu la signature du ministre Issa Chiroma Bakari marquant son accord pour l'organisation de la première édition de la foire Fofoma, j'ai compris que Fofoma était un projet bien ficelé. Alors, à partir de ce moment, nous nous sommes lancés et il est allé beaucoup plus loin encore que ce que nous on avait pensé. À la 2e édition, parce que si vous arrivez dans mon bureau, entre le ministre Chiroma et moi, nous nous sommes vus seulement le jour de la foire, où on faisait la visite des stands pendant les discours et tout. C'est vrai que nous sommes en train de nous préparer pour aller solliciter une audience à monsieur le ministre pour lui présenter, pour discuter de vive voix d'un certain nombre de choses avec lui. Et à la 2e édition, le ministre ne nous a pas seulement renouvelé le patronage, il nous a davantage indiqué qu'il serait présent et il est venu. J'ai pratiquement une 20aine de correspondances du ministre Chiroma. À chaque fois que j'ai adressé une correspondance au ministre, il répond. Et je vais vous dire encore quelque chose qui va vous surprendre. Même n'ayant pas personnellement pris part à la première édition, et ce qui est normal parce que c'était une première édition, le ministre s'est fait représenter par l'inspecteur général des services, c'est-à-dire au plus haut lieu de ses collaborateurs, mais les attestations de formation des jeunes qui avaient appris à réaliser des techniques de base dans des ateliers pendant les 3 jours, le ministre les avait personnellement signés. Ça m'a beaucoup marqué. Et pour couronner, à la 3e édition, il est venu lui-même. D'accord. Et lorsqu'il est venu lui-même, nous avons échangé un peu pendant la visite. Il a apprécié, il a d'ailleurs instruit ses collaborateurs de mettre tout en œuvre pour accompagner Fofoma. Et je crois que c'est un motif de satisfaction dont le ministre Issa Chiroma Bakari, vraiment, c'est beaucoup de choses en fait. D'accord, on espère que cette édition, 3e édition, sera encore couronnée des succès. On prend donc l'image suivante. Rigobert Songba Anatou. Oh, la légende. Voilà. La légende du football, moral d'acier. Je crois que en termes de morale, j'essaye d'avoir le moral qu'a Rigobert Song. On parle de fighting spirit, Emlé. Voilà. On parle de tout ça. Oui. Parce que il y a des situations en entrepreneuriat où parfois vous êtes buté. Vous avez comme impression que tout ce que vous avez fait jusqu'ici est vain. La seule chose qui vous reste, c'est le mindset. Il faut avoir un moral d'acier comme Rigobert Song. Oui. C'est un monsieur qui a un moral d'acier. Il a fait un parcours. Tout le monde l'a vu. Capitaine Courage, Capitaine... on l'a vu. Et aujourd'hui, sa reconversion, même en donnant son image dans certaines sociétés, c'est pour amener les jeunes à comprendre qu'il faut travailler. Il faut oser. Et moi, je crois que des personnes comme celle-là,
dans notre environnement, dans notre pays aujourd'hui, il faut les célébrer. Célébrons nos icônes quand elles sont vivantes. Voilà. N'attendons pas qu'elles partent pour qu'on les célèbre après leur Nous départ. allons prendre donc la dernière image. Le professeur Justine Difo, je crois, cette dernière image. Le professeur Justine Difo, More Women in Politics. Voilà, effectivement. More Women in Politics. Elle vient de commettre aussi un ouvrage. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, More Women in Politics. Je crois que c'est une femme engagée. Oui. C'est une femme engagée. C'est une très grande entrepreneur déterminée à porter les problèmes de féminisme au plus haut niveau. C'est chacun de nous. Vous savez, le charme dans l'entrepreneuriat, c'est que chacun crée une vision de son modèle entrepreneurial. Vous voyez, la vision du professeur Justine Difo, c'est d'amener les femmes à adhérer, n'est-ce pas, au processus de prise de décision. C'est-à-dire que les femmes arrêtent de penser qu'elles sont faites simplement pour faire de la cuisine, mais qu'elles apprennent qu'elles peuvent, n'est-ce pas, s'asseoir au concert des nations, discuter sur la même table. Oui, on en a parlé avec le 50-50 chez les femmes. Le 50-50 au concert des nations, discuter. La conférence de Beijing. Voilà, de la même voix avec les hommes. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même, on commence à observer que les femmes de plus en plus commencent elles aussi à s'intéresser. Et il faudrait pas que lorsqu'elles s'y intéressent, qu'elles y aillent donc avec le complexe d'être femme, parce que là, ça pose parfois aussi un problème. On vous dit que des problèmes de parité, genre, lorsque le contexte culturel et tout le reste, on vous dit que s'il y a une situation, on a besoin de 2 personnes, la femme est prioritaire, parce que non, moi je pense que les femmes doivent y aller, et c'est ce qu'elles prônent dans toutes ces organisations, associations et tout ce qu'elles entreprennent, c'est que les femmes aillent sans complexe, affrontent les mêmes difficultés que les hommes et soient capables d'occuper les mêmes postes que les hommes. Ça dit qu'à compétence égale, on n'a pas besoin de déterminer. Là, c'est l'enseignant qui parle. Alors, nous allons lire quelques messages qui ne font qu'arriver. Bonsoir, Monsieur Nkomo. Qu'est-ce qu'un jeune du Grand Nord peut faire pour bénéficier des formations de Fofoma Malachinga? Alors, Malachinga, bonsoir. Qu'est-ce qu'un jeune du Grand Nord peut faire pour bénéficier des formations du Fofoma? La première chose, c'est de contacter Fofoma. Contactez Fofoma et puis Fofoma va discuter avec vous quelle pourrait être la faisabilité de votre préoccupation. Soit Fofoma peut se déployer pour le Grand Nord et organiser, donc non plus simplement pour ces jeunes-là, mais pour organiser pour l'ensemble des jeunes la formation, ou alors de trouver des formations à la carte, parce que je vous l'indiquais, dans Opucam, nous avons une vision qui consiste à donc, des formations. En fait, vous travaillez avec toutes les régions du Cameroun? Fofoma, c'est une organisation nationale. C'est-à-dire que nous sommes à la 3e édition. Peut-être qu'à la 4e édition, nous ne la ferons plus à Yaoundé. On ira la faire, par exemple, à Garoua, ou bien à Bafoussam, ou n'importe où. Donc, le travail que nous faisons dans Fofoma n'est pas un travail qui est confiné uniquement à la jeunesse de Yaoundé ou à celle de Douala. C'est un travail qui intéresse l'ensemble de la jeunesse du Cameroun. Et c'est pour ça que l'une des particularités de la 3e édition de Fofoma, c'est que nous sommes intéressés, n'est-ce pas, aux personnes vulnérables que représentent les déplacés de la crise du Nozo et les réfugiés. Et qu'est-ce que vous réservez pour se déplacer? Alors, nous pensons une stratégie simple. On s'est dit, les déplacés de la crise du Nozo sont confinés dans des espaces où on essaye tant bien que mal de non seulement leur apporter cet encadrement psychologique du fait des traumatismes et de tout ce qu'ils ont pu avoir. Alors nous pensons qu'au-delà de cet aspect qui est déjà fort louable et appréciable que l'État fait, il est mieux pour nous, n'est-ce pas, de réorienter ces jeunes. Pourquoi nous parlons de réorientation? Parce qu'ils ont été sortis de leurs différents environnements dans lesquels ils étaient suffisamment intégrés et chacun d'eux avait certainement une activité qu'il pratiquait avec une compétence de base. Il faut donc, suite au traumatisme qu'ils ont subi, les réorienter, et c'est en cela que la première journée de la foire, puisque l'innovation pour la 3e édition c'est 5 jours.
La première journée, nous ferons donc venir des experts en orientation qui vont donc orienter tous ces jeunes que nous sollicitons, pour lesquels nous sollicitons des formations à travers des partenaires, le DDR, le Minirex, le HCR et tout le reste. Nous leur avons adressé déjà des correspondances. Alors, on leur dira, on va étudier selon leur profil, selon leurs compétences, qu'est-ce que chacun d'eux peut faire comme formation pendant les 4 jours. Lorsqu'on aura effectué cela, les 4 autres jours, ce sera donc effectivement des formations pratiques en atelier. Et ces formations pratiques en atelier visent l'acquisition sur le plan opérationnel direct, de manière à ce qu'à la fin, qu'on ait donc des jeunes qui soient capables de pouvoir présenter le fruit de la formation après 4 jours. Et le 5e jour, nous sollicitons donc un carrefour métier pour appeler tous les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, à venir voir ce que ces jeunes auraient appris à réaliser pendant ces 4 jours, de manière à ce qu'ils puissent leur permettre de s'insérer dans leurs différentes entreprises et pourquoi pas trouver des mécanismes de financement pour leur permettre de s'installer. Nous pensons que cette vision-là permettrait davantage encore de mieux résoudre le problème des jeunes qui sont déplacés de la crise du Nozo et des réfugiés. D'accord, nous allons continuer à lire quelques messages qui ne cessent d'arriver. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je fais seconde A1, j'aimerais faire un stage pendant les vacances. Est-ce possible? Alors, je ne sais pas de quel type de stage est-ce que à quel type de stage vous faites allusion. Est-ce un stage académique? Je ne crois pas. Je crois que pour vous, il s'agit d'un stage de vacances qui est un stage rémunéré. Il faut constituer les dossiers et déposer dans n'importe quelle entreprise avec le motif du stage. Parce que c'est ça. Généralement, les jeunes élèves vont simplement déposer des demandes comme si ils sollicitaient des stages académiques sans préciser qu'il s'agit des stages de vacances. Parce que les stages de vacances, c'est pour un peu accompagner nos jeunes petits frères à travailler eux-mêmes un peu d'argent qui leur permettrait de soutenir les parents dans la préparation de la rentrée scolaire. Bonsoir, s'il vous plaît, monsieur. Après avoir fini une formation en management hôtelier et n'ayant plus assez de moyens pour continuer les études, nous souhaitons bien entrer dans le monde du travail, mais les bonnes entreprises exigent des expériences de 2 ans et plus. Comment faire pour gagner de confiance des employeurs en vue de commencer à acquérir une expérience professionnelle? Je crois avoir répondu déjà, mais je reviens encore pour dire que la première chose, c'est la confiance en soi. Est-ce que lorsque vous avez obtenu votre diplôme en gestion et management hôtelier, le diplôme seul ne suffit pas. Il faudrait qu'à côté du diplôme, vous soyez capable de justifier la qualification et la compétence qui accompagne le diplôme. Lorsque vous l'avez, maintenant, acceptez aussi d'entrer dans une entreprise à un niveau intermédiaire avant d'atteindre le niveau supérieur. Parce que le niveau intermédiaire, c'est quoi? C'est un niveau qui vous permet de commencer à comprendre la vision de l'entreprise au bas niveau. Vous voyez un peu? Et très rapidement, lorsque celui qui vous a recruté va déceler en vous des compétences et des aptitudes beaucoup plus accrues, il va vous sortir du niveau pour lequel vous êtes entré et il vous mettra à la place qui correspondrait le mieux. Bonsoir à toi Odile et à ton invité. C'est un brillant sujet. Comment entreprendre à 60 ans lorsqu'on vient de prendre sa retraite administrative? Lorenzo de Douala. Alors, je voudrais inviter M. Lorenzo aux ateliers de la 3e édition. Parce qu'aux ateliers de la 3e édition, il y a effectivement une thématique qui sera abordée sur la gestion des carrières et la gestion financière. Vous voyez pourquoi? Parce que lorsqu'on est encore en activité, parfois on oublie de préparer sa retraite. Donc là, on a un spécialiste qui a d'ailleurs commis un ouvrage dessus que nous avons sollicité pour venir apprendre aux gens comment préparer leur retraite pour pouvoir s'en sortir à la fin. Donc je crois que ce n'est pas une fois la retraite a sonné que vous allez commencer à penser qu'il faut investir. Je crois que la préparation se fait pendant que vous êtes encore en train de travailler. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est un projet que vous devez penser et qui doit obéir à un processus. Il faut penser l'idée de projet pendant que vous travaillez encore. Vous commencez donc à rassembler un ensemble d'éléments qui convergent vers la mise en œuvre ou alors la matérialisation de votre projet de telle manière à ce que lorsque vous serez déchargé des tâches administratives à travers la retraite, vous vous concentrez donc sur votre activité.
Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis en train de suivre le débat. J'aimerais savoir quelle qualité faut-il avoir pour adhérer au Fofoma. Ousmane Cheo. Alors, quelle qualité faut-il avoir pour adhérer au Fofoma? Le Fofoma est ouvert à tout le monde. Le Fofoma est ouvert à tout le monde peut y adhérer. Vous venez, on va discuter avec vous, on va voir quelles sont vos motivations, on va voir quel est votre niveau d'implication, parce que c'est ça le problème. Et lorsqu'on sera tombé d'accord avec le comité d'organisation, parce que je dis toujours, moi je suis simplement la face visible, je suis le président du comité d'organisation promoteur culturel, mais il y a tout un groupe derrière ça qui, n'est-ce pas, décide de la vision, de l'orientation qu'il faut donner. Donc, le Fofoma, il est ouvert à tout le monde. Nous sommes ouverts à toutes les idées. Nous avons besoin de tous les partenaires. Je profite encore de votre média pour appeler toutes les personnes de bonne volonté, les sponsors, les partenaires, les administrations. Venez pour qu'ensemble nous bâtissions cette affaire de manière à ce que le Fofoma devienne un instrument de développement du Cameroun en tant qu'outil que le gouvernement peut utiliser. Nous allons prendre notre message. Bonsoir, monsieur Arsène Komo. Ma question est la suivante. Lorsque vous parlez d'une formation de 4 jours, est-ce que ceux-là qui ont déjà une expérience dans le métier ou pour le citoyen qui se veut lancer à l'immédiat depuis le Quai d'Orsay peut participer? Alors, celui-là, il peut participer s'il veut renforcer ses capacités. Parce que c'est ça qui est bien dans cette affaire. Celui qui n'a encore aucune notion, vient découvrir et apprendre pour la première fois, mais celui qui a déjà des bases peut venir renforcer des capacités. Et nous sommes dans une logique où nous sommes en train de négocier aujourd'hui un partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et une fois que le partenariat aura abouti, après, nous sommes au stade des rencontres, des concertations. Lorsqu'on aura eu la chance que le partenariat ait abouti, Fofoma va monter encore d'un cran. Avec la particularité, n'est-ce pas, que dès lors que vous auriez suivi une formation au sein de Fofoma, Fofoma pourrait donc saisir, n'est-ce pas, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour solliciter un accompagnement pour un jeune qui se serait démarqué pendant cette formation. Il y a des messages qui ne cessent d'arriver. Bonsoir, Madame Odile et Monsieur Komo-Hassen. Je voudrais d'abord remercier le brave enseignant pour cette passion du métier de l'hôtellerie qu'il suscite en moi du jour au jour. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour arriver à une telle passion comme lui. La passion, je voudrais dire, il faut aimer. Déjà, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, je suis arrivé au stade où je suis arrivé aujourd'hui parce que j'ai appris à aimer. Je vous ai dit, je suis entré dans ce métier sans savoir véritablement où je partais. Et c'est l'un des éléments déclencheurs de ma passion sur l'orientation. Mais à partir du moment où j'y suis arrivé, j'ai appris à aimer et je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très passionnant. Et cette passion fait aujourd'hui que parfois avec mon épouse, il y a des tiraillements parce que je me couche tard, je vais pas au lit avant 1h, 2h du matin. Je me couche tard, je me lève très tôt et je travaille beaucoup, je lis beaucoup, je fais énormément de recherches pour être au parfum d'un certain niveau d'activité et même pour aller dispenser un cours, il faut faire de la recherche, il faut lire des revues, il faut lire des publications, il faut être à la page sur les innovations dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Sans ça, qu'est-ce que vous allez enseigner? Parce que l'enseignement aujourd'hui s'adapte à l'évolution, n'est-ce pas, de la société. Donc, si vous n'êtes pas un enseignant qui cherche, qui lit, qui discute avec les gens, qui apprend, parce que quand vous cessez d'apprendre, vous ne pouvez plus être enseignant. Il faut apprendre de manière continue pour être un bon enseignant. Alors, quand on sait aujourd'hui que le Fofoma, par exemple, vous avez des formations sur place, vous avez des expositions, où en est aujourd'hui le Made in Cameroun selon vous? Alors, le Made in Cameroun aujourd'hui, si vous me posez la question, il fait son chemin. Il fait son chemin comme beaucoup de projets font leur chemin au Cameroun. Je pense que ceux qui ont la responsabilité de la promotion du Made in Cameroun doivent davantage
continuer à travailler. Et j'ai eu la chance de participer aux à la première édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde, au Musée national, au Palais des Congrès. C'était au Palais des Congrès et j'avais été sollicité en tant qu'expert pour participer à la table ronde sur les perspectives de la gastronomie camerounaise. Et là, j'avais clairement indiqué, on discutait avec les représentants des administrations et je crois l'UNESCO, j'avais clairement indiqué que le Cameroun a la chance d'avoir une diversité culturelle, culinaire, mais nous n'arrivons pas encore véritablement à capitaliser cette diversité-là. Pour capitaliser cette diversité, il faudrait qu'on ait une réflexion qui englobe les 4 aires culturelles du point de vue de la culture culinaire camerounaise et à partir de ces différentes aires culturelles-là, qu'on a identifié des éléments propres et spécifiques à chaque aire. On essaye de les harmoniser de manière à les standardiser, de telle manière à ce qu'à la fin, on puisse promouvoir une seule chose, le label Cameroun. Il faut donc, cela suppose donc, et c'est le problème que j'ai souvent avec les cuisiniers, je dis, peut-être qu'ils travaillent, mais je pense qu'ils travaillent pas assez. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a pas de gastronomie. Je suis désolé. Nous avons la cuisine camerounaise et pour partir, et c'est tout un processus pour partir de la cuisine traditionnelle à la cuisine camerounaise et de la cuisine camerounaise à la gastronomie camerounaise. Parce que la gastronomie, c'est quelque chose de normé et de codifié. Aujourd'hui, le sawa à son dolé, le boulot à son pem, ainsi de suite. Or, on a besoin d'avoir un modèle unique qui va constituer un marqueur d'identité culinaire pour le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rédiger un code culinaire camerounais avec toutes les intelligences et les expertises que nous avons? Donc voilà à peu près ce qui peut faire problème. Une dernière question avant de clôturer cette émission. Si on vous demandait, n'est-ce pas, de faire une réforme dans le domaine touristique, que changeriez-vous? Déjà que on ne m'a pas demandé, mais si puisque nous sommes à votre émission, vous me posez la question. Je crois que la réforme à laquelle je ferai rapidement allusion, c'est d'intégrer les acteurs dans le processus de prise de décision, dans le processus organisationnel de l'activité touristique au Cameroun. C'est-à-dire que ce ne soit plus simplement des textes pensés par des administratifs qui doivent s'imposer aux acteurs en tant qu'exécutants, mais que ce soit des textes qui constituent un consensus de base. Et lorsque je dis consensus de base, ça veut dire que ce soit des textes qui soient élaborés en prenant en compte les véritables acteurs. Parce qu'on pourrait me rétorquer que les textes généralement sont rédigés conjointement avec les syndicats et tout le reste. Je dis non, c'est des syndicats des patrons qui quelquefois ne sont que des commerçants. On a besoin des véritables acteurs. Et nous, au sein de l'association des acteurs du tourisme au Cameroun, nous sommes tout à fait disposés à apporter notre expertise pour quelques problèmes que ce soit afin que le tourisme camerounais continue ou alors rayonne davantage par rapport à tout son potentiel. D'accord, nous arrivons donc au terme de cette édition. Mais avant de partir, on a une tradition ici. On sait que vous êtes originaire de la région du Sud, c'est bien ça? Du centre. Du centre, d'accord. Et avant de partir, vous allez dire quelques mots en votre langue, peut-être maternelle, paternelle. C'est à vous le choix. Devant, face à la caméra et donner un conseil ou bien parler de peut-être du Fofoma, tout ce que vous voulez. Alors, je vais le dire, je suis Eton, de père et de mère Eton, je vais le dire en Eton et je crois que ma petite sœur sera très ravie de l'entendre. Me temine koni borbe semi temate, me temine kana, et ma pousse mi te que, mi quoi rado e fofuma, na mi bangare bot, na bezenyi na fofuma abobe bi den nemeng, na etienne Cameroun. Donc, Fofomane ida mpi amu bibese to binanga to wonyaboro mi kar moruse na nkulna une inyobete long na Fofoma. D'accord. Un dernier mot déjà pour le Fofoma, vos projets? Alors, les projets à l'immédiat pour le Fofoma, c'est que nous avons bouclé la première réunion de concertation hier avec les acteurs, avec tous les partenaires, les administrations. Ceux qui sont venus ont été très contents, ils ont été satisfaits de la présentation que nous avons faite. La deuxième réunion devrait avoir lieu probablement au mois de mars pour continuer de peaufiner l'organisation de la troisième édition
que nous voulons véritablement. Quelle a été la thématique choisie? La thématique pour la 3e édition, c'est l'entrepreneuriat et le financement des projets de développement. Ah ben, on espère que les jeunes viendront massivement. Cela se déroule notamment au Ce moment sera de du 2 réunification du 2 au fait. 6 août 2022. Ouais. Merci d'être passé chez nous, monsieur Arsène Komon. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que vos projets pourront aboutir et que vous pourrez aider beaucoup de jeunes aujourd'hui au Cameroun à peut-être développer leur sens de l'entrepreneuriat. C'est tout ce que nous souhaitons. Alors, merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle édition. On dit merci à toute l'équipe, Ben Val, le réalisateur, à la supervision générale de Neving. Portez-vous bien et surtout soyez sages. On se dit donc à vendredi prochain.